bonsoir à tous, bienvenue ce soir. Et donc je disais à mes collègues cet après-midi que c'était quand même un challenge un peu particulier que d'aller parler de la démarche réseau à des gazards, puisque évidemment, vous le savez, vous avez la réputation d'être les rois du réseau. Donc je ne sais pas si je vais réussir à vous apprendre quelque chose ce soir. Alors, pour ce qui me concerne, donc, je m'appelle Isabelle Satic, je suis associée à l'Espace Dirigeant. Mon métier à moi, c'est l'outplacement. Ça fait 22 ans que je le pratique. Il consiste à accompagner des cadres supérieurs et des dirigeants, et puis bien sûr d'autres types de cadres dans leur recherche d'une nouvelle activité professionnelle. Et j'ai pratiqué ce métier successivement au sein de grands cabinets internationaux. Ensuite, j'ai été salariée de différentes structures d'envergure plus nationale. J'ai après décidé de créer mon propre cabinet et enfin de rejoindre l'Espace Dirigeant en tant qu'associée. J'appuie mon accompagnement des personnes que j'accompagne sur 3 éléments qui me semblent tout à fait clés dans ma pratique, qui sont d'une part mon expérience de l'international, puisque j'ai démarré ma vie professionnelle en tant que chargée de compte de grandes entreprises pour une grande banque française, et j'ai successivement travaillé à Londres, à Barcelone et également à Paris. Ensuite, donc mon expérience de la création et de la direction d'entreprise, puisque j'ai successivement créé 2 cabinets de conseil en ressources humaines. Un premier cabinet qui était un cabinet de chasse de tête et un cabinet d'outplacement. Et enfin, dernier élément, ma double formation, puisque je suis à la fois diplômée de l'ESSEC et j'ai également choisi de faire un parcours très approfondie dans le champ de la psychologie qui m'a amenée à devenir coach certifié. Et aujourd'hui, je suis persuadée que c'est cette double approche qui fait la richesse de ce que je peux apporter, puisqu'elle s'appuie à la fois sur une connaissance fine du monde de l'entreprise et également sur une expérience très approfondie des subtilités, des rouages, des personnalités. Alors ce soir, on va plus particulièrement parler de la démarche réseau, qui est évidemment essentiel pour notre métier de l'outplacement, puisque, comme vous le savez sans doute, elle représente un très fort pourcentage des possibilités de retour à l'emploi pour un cadre. En moyenne, alors moi j'ai démarré dans ce métier en 1994, donc ça fait même 1992, et déjà à l'époque, quelqu'un avait écrit un livre, mon premier employeur, qui s'appelle Pierre Sanoun, et qui a écrit « Comment retrouver un emploi par relation quand on n'a pas de relation ». Et c'était vraiment déjà le tout début de la démarche réseau. Et le sous-titre de cet ouvrage disait que 70% des postes pour les cadres venaient par le réseau. Donc ça, c'était en 1992 ou 94. Et donc, les choses n'ont pas changé. Et au contraire, ce pourcentage ne fait qu'amplifier avec le temps et amplifier aussi en fonction du critère de niveau de seniorité et d'âge, puisque pour quelqu'un qui a plus de 55 ans, on peut même atteindre des pourcentages de 90%, 95% qui vont se faire par le biais du réseau. Donc nous allons parler de réseau et je vais plus spécifiquement essayer d'axer mon propos sur des outils très pratiques pour parler de cette démarche qui est à la fois, on peut dire, naturelle, pas du tout naturelle, et justement, quand on croit faire quelque chose d'assez spontané et évident, on a tendance à le faire comme on le sent, et alors que finalement, la démarche réseau, pour qu'elle soit efficace, requiert des techniques, une méthodologie qui est finalement assez précise. Et c'est ce que je vais essayer de vous transmettre ce soir. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la démarche réseau ? Eh bien, donc, elle consiste à partir de l'idée que l'opportunité qui va être la vôtre demain existe quelque part sur le marché. Puisque quand on dit que 70%, 80%, voire 90% du marché est caché, enfin, est pourvu par le réseau, eh bien, ça revient à dire que toutes ces offres-là qui vont vous intéresser ne sont pas sur le marché ouvert, c'est-à-dire sur le marché des offres d'emploi ou des chasseurs de tête, et que donc on parle d'un marché qui est caché. Et donc, le point de départ, c'est la bonne nouvelle, c'est que l'opportunité qui vous concerne, elle existe.
sauf qu'elle est donc dans ce vaste marché caché. Et que pour pouvoir la détecter et être mis en lien avec cette opportunité, il va vous falloir parcourir tout un itinéraire qui va vous permettre, en rencontrant des personnes, de proche en proche, de vous rapprocher de cette fameuse opportunité qui existe quelque part. Et donc, vous allez rencontrer des personnes, au départ, des personnes que vous connaissez, qui vont vous permettre d'accéder à des personnes que vous ne connaissez pas, ce qui vous permettra d'étoffer votre réseau. Et auprès de ces personnes, vous allez aller demander non pas un job, mais des informations, des conseils et des contacts. Les éléments que vous obtiendrez, c'est à la fois des informations sur le marché, ses enjeux, les acteurs, etc. On reviendra sur tous ces éléments-là. Des conseils sur votre propre approche du marché et votre pertinence par rapport à ce marché, et de nouveaux contacts qui vont vous servir de relais dans cet itinéraire que je décrivais. L'idée de cette démarche réseau, elle est double, c'est-à-dire que l'enjeu est à la fois de vous permettre d'accéder à tout ce qui n'est pas visible, mais également elle est de vous rendre visible, vous. Et donc cette démarche réseau va avoir deux objectifs, c'est qu'à la fois vous allez, en rencontrant des gens, multiplier la probabilité d'être mis en lien avec une offre, mais également qu'on pense à vous parce qu'on vous aura identifié sur ce marché. Donc, l'idée, c'est qu'au début, vous connaissez une personne, vous êtes le petit monsieur rouge, et puis vous rencontrez le petit monsieur en rouge qui vous donnera 3 noms, idéalement, les 3 petits messieurs bleus jaunes, et puis chacun de ces 3 petits messieurs, vous ou dames, vous donneront accès à de nouveau 3 autres personnes. Et évidemment, si tout se passe bien, au bout d'un moment, vous aurez rencontré beaucoup de monde et évidemment, la probabilité que vous vous rapprochiez d'une offre qui vous correspond est majorée. Si vous ne faites pas comme ça et que vous sortez de vos entretiens en n'ayant pas réussi à obtenir un nom, voilà ce qui risque de vous arriver, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'arbre, vous arrivez à des branches mortes qu'au fil du temps, vous avez, entre guillemets, cramé votre réseau puisque vous êtes sorti de vos entretiens en ayant des noms de contacts qui sont des noms qu'on vous a déjà donnés ou qui ne sont pas tout à fait pertinents par rapport à votre projet ou vous n'en avez tout simplement pas réussi à en obtenir. Alors, comment est-ce que vous allez construire votre démarche réseau? Donc, j'ai essayé de construire ça en 5 points pour que les choses soient assez simples. La première idée, c'est déjà de comprendre ce que c'est que la démarche réseau. Donc, et pour comprendre cette démarche, il faut vous imaginer que la première réticence que vous allez certainement objecter va être vos difficultés à vous retrouver dans une situation de demandeur. Et évidemment, cette difficulté est majorée si vous faites une démarche alors que vous êtes hors poste. C'est en général un peu moins l'objection qu'on trouve pour une personne qui est encore en activité, qui a encore une carte de visite et quelque chose qui lui donne une stature sociale plus confortable. Pour les personnes hors poste, en général, donc c'est un obstacle qui est d'oser aller demander à quelqu'un qu'on ne connaît pas des conseils, des informations et des contacts. L'expérience de toutes nos années de métier, c'est que finalement, vous êtes évidemment, quand vous arrivez dans cette démarche, vous n'êtes pas un débutant, vous avez toute une expérience derrière vous, vous êtes un véritable professionnel qui allez vous adresser à un professionnel et vous avez, vous aussi, plein d'informations, plein de choses à apporter et surtout, vous serez peut-être aussi une valeur ou une ressource pour la personne qui va vous rencontrer, qui sera sans doute parfois très content de pouvoir vous présenter à quelqu'un de son réseau parce que vous répondrez à une de ses questions, à un de ses problèmes. Par ailleurs, tout le monde aujourd'hui est bien dans un univers où on sait que se retrouvent sur le marché de l'emploi des gens qui ont beaucoup de valeurs professionnelles et que le marché est devenu comme ça et que ce qui vous arrive à vous, si vous êtes en recherche d'emploi sur le marché, peut leur arriver à eux demain. Et donc, on est dans une relation de donnant-donnant, même si l'échange n'est pas immédiat et que ce que donne monsieur A à monsieur B, c'est peut-être pas nécessairement monsieur B qui le rendra à monsieur A, mais que tout ce grand mouvement fait que les gens se rendent service entre eux, qu'il y a une solidarité qui fait que finalement les choses fonctionnent très bien.
Le paradoxe, c'est que donc je vais dire chacune de mes petites règles et à chaque fois je la terminerai par un paradoxe. Et donc le paradoxe de mon premier point, c'est que pour que vous ayez du succès dans votre démarche réseau, il faut absolument que vous soyez en forme, que vous soyez positif, confiant sur votre démarche. Alors évidemment, pour quelqu'un qui est en recherche d'emploi, et surtout s'il est en recherche d'emploi depuis un certain temps, cette confiance, en général, n'est pas toujours au rendez-vous. Or, si vous-même, vous n'êtes pas confiant sur votre projet, sur votre pertinence par rapport au marché, la probabilité que vous arriviez à convaincre quelqu'un et qu'il devienne votre ambassadeur auprès de son réseau à lui est évidemment moindre que si vous, au contraire, vous inspirez l'énergie, la confiance. Donc, il est absolument important que vous donniez envie, et ce terme de donner envie doit être au cœur de votre préparation dans votre démarche. Il faut que vous arriviez en étant le plus serein, le plus positif, le plus optimiste possible, et surtout aussi content de l'occasion qui vous est donnée, qui est un véritable cadeau de rencontrer quelqu'un par quelqu'un de votre réseau, et donc heureux de cette rencontre. Et vous verrez que cet enthousiasme et ce plaisir de la rencontre sera communicatif, et que la personne qui vous reçoit se dira, même si elle ne se l'est pas dit nécessairement avant de vous recevoir, eh bien, à la fin de l'entretien, se dira qu'elle est contente de vous avoir connu et de peut-être vous orienter vers quelqu'un de son réseau, parce qu'elle sait que vous saurez être agréable et de bonne compagnie. Et puis, si d'aventure, eh bien, vous n'êtes pas tout à fait en forme le jour où vous rencontrez la personne, eh bien, préparez-vous, forcez-vous. Il y a des petites techniques pour ça, tout simplement des choses très comportementalistes, mais simplement déjà de se forcer à sourire tout seul, dans un petit coin, ça aide à se détendre et à être plus enthousiaste. Et puis, surtout, répétez-vous vos atouts, pourquoi vous êtes là, etc. Tous les messages positifs que vous aurez pu préparer. Deuxième élément, donc, eh bien, avant de vous lancer, une fois que vous avez bien compris ces règles du jeu sur la démarche réseau et l'état d'esprit, eh bien, vous allez vous préparer. Alors, pour vous préparer, vous devez, avant d'aller voir vos interlocuteurs, savoir ce que vous cherchez et ce que vous allez offrir comme prestation. Vous pouvez, dans certains cas, aborder le réseau dans l'idée de vous faire confirmer, conforter, valider un projet, mais ça doit vraiment rester une exception. Le réseau n'est pas là pour vous aider à réfléchir, en tout cas certainement pas from scratch. Éventuellement peut être de vous donner des petits coups de pouce en marge, mais certainement pas aller voir les gens en disant bah voilà, moi j'ai fait tout ça pendant mon parcours, à votre avis, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant ? Donc, vous arrivez avec un projet qui est déjà clair et argumenté, et c'est cette confiance et ce discours rassurant et logique qui va aider votre interlocuteur, d'une part, à vous comprendre, à comprendre votre message, et du coup, à pouvoir, encore une fois, servir de relais pour vous orienter sur des contacts qui seront de bonne qualité, parce qu'il aura bien compris ce qui vous concerne, ce qui vous intéressera, et également à poursuivre le travail en parlant de vous à d'autres personnes de son réseau. Il est important de comprendre que la démarche de réseau et de manière générale la démarche de recrutement, enfin de recherche d'emploi, est une véritable démarche commerciale. Qu'est-ce que ça veut dire une démarche commerciale ? Ça veut dire que vous ne partez pas, en général, l'erreur qu'on fait dans une étape comme ça, c'est de partir de soi pour aller vers l'autre. C'est-à-dire, en l'occurrence, par exemple, dans la phase où vous allez construire votre projet, de partir de l'ensemble de vos ressources, d'en faire un grand inventaire et de se dire, ben voilà, moi, tout ce que j'ai acquis comme compétences au cours de mon parcours, et je vais essayer surtout d'en citer le plus grand nombre possible, parce que plus j'en dirai, plus je risque d'intéresser quelqu'un. En réalité, ce qui est intéressant, c'est au contraire de faire la démarche inverse, c'est-à-dire de partir de besoins connus ou supposés de votre interlocuteur, votre client, si on est dans un lexique commercial, et de vous dire qu'est-ce que j'ai, moi, dans mon patrimoine de compétences, dans l'ensemble de tous mes atouts, qu'ils soient des atouts de personnalité ou des atouts professionnels, qui pourront l'aider à résoudre le besoin qu'il pourrait avoir.
Et donc vous partez, vous renversez la logique, vous partez non pas de vous pour aller vers votre interlocuteur, mais vous partez de lui et vous lui montrez ce qu'il y a dans votre trousse à outils qui peut l'intéresser. Votre démonstration, enfin votre présentation, et on reviendra sur les pitchs, etc., doit être faite comme en forme d'entonnoir, c'est-à-dire elle doit s'organiser en justement une démonstration implacable en quelque sorte, qui doit pouvoir dire, eh bien voilà, moi mon parcours a été celui-ci dans telle et telle entreprise, j'y ai développé, acquis telle et telle compétence, et donc tout naturellement, mon projet aujourd'hui c'est de... Et parfois, dans certains cas, vous forcerez un peu le tout naturellement, mais parce que vous ferez une lecture de votre parcours où vous filtrerez, donc il ne s'agit pas de mentir, mais il s'agit de passer au tamis votre expérience et de dire « je ne retiens de mon expérience que ce qui va servir mon propos, servir mon argumentation », et donc servir ma démonstration. Et plus elle sera logique, claire et implacable, plus vous obtiendrez ces deux objectifs qui sont il comprendra, mon interlocuteur comprendra ce que je lui dis, mémorisera ce que je lui dis et me servira de relais. Une fois que vous avez fait ce travail de définition de votre objectif, eh bien vous allez également cibler donc, les entreprises qui vont vous intéresser. Donc d'abord, le ciblage peut être sectoriel, il peut être aussi géographique, et puis il sera parfois eh bien, aussi jusqu'à décliner le nom des entreprises qui seront qui pourraient être vos employeurs de demain. Pour ça, vous avez des outils type le Compass qui peuvent vous aider effectivement à répertorier ces différentes cibles. Enfin, encore un point avant de vous lancer, vous allez cartographier votre réseau initial. Donc vous allez ouvrir vos agendas papier des dernières années, votre carnet de contacts Outlook, votre réseau LinkedIn, et pour chaque personne, vous allez vous demander si cette personne peut être intéressante dans le cadre de votre approche et préparer un support dans lequel vous répertorieriez toutes les informations qui peuvent vous être utiles. Donc ça peut être évidemment son mail et son téléphone, son employeur actuel et les éléments qui vous auront amené à penser que cette personne peut être utile pour vous. Enfin, vous allez préparer vos différents outils, donc qui vont être à la fois des outils de communication écrite et de communication orale. La communication écrite, ça va être évidemment votre CV et également votre profil LinkedIn. Et ces deux outils seront bâtis comme je vous le préconisais tout à l'heure, c'est-à-dire en ne gardant, alors là vous pouvez bien sûr être un peu plus large dans votre filtrage, mais enfin en gardant essentiellement les éléments qui vont servir à argumenter votre projet et en les mettant en valeur plus que les autres, et donc avec cette idée de la démonstration implacable. De la même façon, eh bien, vous allez préparer vos pitchs, donc notamment, on va le voir, le pitch réseau, mais également vos pitchs de format plus court qu'on appelle cocktail pitch, que vous allez sans doute utiliser tout à l'heure, le networking pitch, c'est le pitch réseau, l'elevator pitch, et puis vos pitchs pour les chasseurs de tête qui, eux, ont un format un peu plus développé. Allons bon. Voilà, vous préparez aussi, si vous êtes hors poste, eh bien vous pouvez vous faire une carte de visite pour ne pas vous retrouver dans la situation d'un déséquilibre de symétrie au moment où vous arrivez dans votre entretien réseau et où l'autre, naturellement, vous tend sa carte de visite et vous n'avez rien à lui donner, ce qui insiste un petit peu trop sur la non-symétrie de vos deux situations. Donc, ayez une carte de visite toute simple qui indique évidemment vos coordonnées. Et puis, dans certains cas, certaines personnes ajoutent également, justement, un titre de poste et éventuellement aussi des secteurs d'activité ciblés. Je vous parlerai d'autres outils qui sont spécifiques à la démarche réseau, qui sont la fiche réseau et la bio, et on verra ça tout à l'heure. Mon petit paradoxe pour conclure mon point 2, c'est que, donc c'est en résumé de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que plus vous parlerez, finalement, moins votre auditeur retiendra d'éléments pertinents, ou en tout cas, il risque d'être noyé. On dit qu'en général, on retient seulement 5 idées d'une situation, d'entretien ou autre. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument partir de
qu'est-ce que j'ai envie que mon interlocuteur mémorise de moi? Quel est mon message? Donc là aussi, toujours cette logique de renverser les choses. Mon objectif final, c'est qu'il retienne quels mots? Que j'ai travaillé chez Thales, que je suis un expert de l'aéronautique, que je connais très bien tel logiciel. Et donc vous partez de ça, de ce que vous voulez qu'il comprenne et qu'il retienne, et vous construisez à l'envers votre présentation, qu'elle soit écrite ou orale. Voilà. Donc il ne s'agit pas de venir devant votre interlocuteur avec toute votre trousse à outils et en quelque sorte lui proposer que ce soit lui qui fasse le tri et qui vous dise bah voilà, moi dans tout ça j'ai besoin du tournevis ou du marteau, mais que ce soit vous qui lui disiez voilà, moi mon objectif demain c'est ça, et donc soit vous le savez parce que vous répondez à une offre par exemple, et donc là c'est facile de savoir ce qu'il veut, soit vous le supposez, et vous, dans ce cas-là vous êtes allé sur Internet, vous avez tapé des définitions de fonctions, vous savez quelles seront les compétences qui seront demandées, vous êtes allé voir des profils LinkedIn en tapant des intitulés de métiers qui sont ceux que vous visez pour demain, vous avez lu le descriptif que la personne indique de ce qu'elle fait aujourd'hui, et donc le recoupement de tous ces éléments vous permet de savoir ce qui vous sera demandé, et donc vous partez de ça pour dire, à partir de là, eh bien, je vais construire et mettre en valeur tel ou tel de mes outils. Et ça ne m'empêchera pas de dire qu'en plus de ma scie, de mon tournevis, je sais aussi me servir d'un marteau, mais vous mettrez évidemment le coup de projecteur sur ce qui est le plus intéressant pour lui. Troisième élément, troisième point, donc comment obtenir et préparer un entretien réseau. Alors, tout d'abord, eh bien, vous allez devoir demander un entretien réseau. Alors évidemment, quand vous le demanderez à des personnes que vous connaissez directement, en général, c'est à peu près facile. Là où c'est plus intéressant d'en discuter, c'est quand vous allez passer à l'étape d'après, qu'on appelle le R2 ou le R1, donc on commence à R0 ou à R1. Et donc, au niveau réseau 2, eh bien, c'est là où vous appelez des gens que vous ne connaissez pas. Et donc, vous les appelez de la part de quelqu'un, par contre, que vous connaissez. Alors, au début, ça va être comme c'est quelqu'un de votre réseau initial, vous allez l'appeler de la part de quelqu'un que vous connaissez plutôt bien. Et puis, évidemment, quand vous passez à R2, R3, R4, vous appelez de la part de quelqu'un que vous avez rencontré 1 heure. Mais peu importe, vous appelez quand même de la part de quelqu'un. Donc, c'est évidemment ce nom-là qui va être votre sésame, qui va faire que votre interlocuteur va ou pas vous donner le rendez-vous que vous espérez. Je dis ou pas parce qu'il y a 2 conditions pour qu'on vous donne un rendez-vous. Que quelqu'un qui ne vous connaît pas accepte de passer 3/4 d'heure, 1 heure avec vous. La première condition, c'est évidemment la force de la recommandation. Et donc je dis bien la force, c'est-à-dire que selon qu'il l'a vaguement connu il y a 15 ans et qu'il se rappelle à peine de qui vous lui parlez ou que c'est son patron, évidemment vous comprenez bien que la force de la recommandation ne sera pas la même. Au-delà de ça, il y a un autre élément qui est justement celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire donner envie. Si vous appelez de la part d'une recommandation qui est normale, on va dire, pas le PDG de l'entreprise, et qu'au téléphone, vous n'êtes pas clair, vous n'êtes pas agréable, voire pas poli, etc., eh bien, c'est pas certain que la recommandation suffira pour qu'on vous octroie le rendez-vous que vous attendez. Donc, il faut évidemment bien préparer les choses pour que vous obteniez votre objectif. Alors, comment est-ce que vous allez procéder pour décrocher le rendez-vous que vous espérez? Le scénario de l'appel réseau, dans un premier temps, la première, évidemment, vous allez décrocher, enfin, il va décrocher, vous vous présentez. Isabelle Satic, voilà. Vous validez que votre interlocuteur est bien votre interlocuteur, s'il ne s'est pas présenté, et vous lui annoncez tout de suite, immédiatement, que vous l'appelez de la part d'un tel. Donc voilà, éventuellement, si vous pensez que c'est possible ou pertinent, vous complétez en lui indiquant, par exemple, si la personne vous a dit « je ne suis pas sûr qu'il se rappelle de moi », « Bonjour monsieur, je suis Isabelle Satic, vous êtes bien Pierre Gagneur, je vous appelle de la part de Sébastien Durand, que vous avez bien connu chez Rémi Cointreau. » Voilà. Vous validez, une fois que vous avez donc fait cette première prise de contact,
vous validez que la personne a décroché et qu'elle est disponible. Et donc vous le validez sous une forme positive, non pas en disant « est-ce que je vous dérange ?», qui met le mot « déranger », qui est un mot négatif d'emblée dans la conversation. Vous le validez sous une formulation positive en disant « est-ce que vous avez quelques instants à m'accorder ?» Enfin ça c'est neutre, voire « est-ce le bon moment pour vous ?» Une fois que vous avez dit ça, eh bien, vous devez vous présenter. Alors, il ne s'agit pas du pitch réseau. Le pitch réseau est un peu plus développé, mais donc, il faut quand même... Alors, il y a certaines personnes qui enchaînent directement en imaginant, et parfois c'est possible, que la simple recommandation peut suffire, et donc ils demandent tout de suite un entretien réseau, mais en général, c'est quand même mieux de pouvoir dire en quelques mots qui vous êtes. Et donc, vous pouvez dire... vous pouvez dire « Je suis directeur marketing, j'ai effectué toute ma carrière dans le secteur agroalimentaire pour des entreprises comme Coca-Cola et Danone. » Voilà. Donc ça, c'est une façon de vous dire en une phrase et en une quinzaine de mots 2-3 éléments sur qui situe votre métier, votre âge en quelque sorte, quand vous dites 15 ans de parcours ou 20 ans de parcours, et puis, que vous êtes, en tout cas ça indique que vous n'êtes pas un jeune débutant, et 1 ou 2 employeurs, si vous avez la chance qu'ils aient des noms assez connus. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez dire pour le premier concurrent de, ou voilà, essayer de situer par rapport à quelqu'un qui serait connu. Si vous êtes aujourd'hui en recherche d'emploi, vous pouvez quand même parler au présent. Au lieu de dire j'étais directeur, etc., indiquez au présent, parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes hors poste que vous n'êtes plus, vous n'avez plus ces compétences et ce métier. Voilà, une fois que vous avez dit cette phrase de présentation, vous créez un lien vers lui qui explique en quelque sorte pourquoi vous prenez contact avec lui et qui donne en quelques mots courts pourquoi vous l'appelez, ce que vous allez chercher auprès de lui. Et donc, une fois que vous avez dit ça, vous pouvez dire « Aujourd'hui, je m'intéresse au secteur des vins et spiritueux. Sébastien Durand, qui connaît bien votre parcours chez Rémy Cointreau, et aujourd'hui chez Laurent Perrier, m'a fortement conseillé de vous rencontrer. Vous connaissez très bien ce secteur, et Sébastien pense que nous pourrions avoir un échange très intéressant. » Donc, vous créez l'intersection entre vous et lui, en indiquant quel est le secteur d'activité, par exemple, dans lequel vous cherchez de l'information, en créant donc le lien avec la pertinence avec lui, puisque lui-même est un grand expert de ce secteur d'activité, et en indiquant, en plus, en répétant le nom de votre contact qui sert de connecteur, et éventuellement en répétant que cette personne a pensé que ça pourrait être très intéressant. Et vous pouvez même formuler les choses. Alors, il faut être subtil, mais enfin, en laissant entendre que ce n'est pas intéressant que pour vous, que nous pourrions avoir un échange très intéressant. Une fois que vous avez dit ça, qu'est-ce qui est important ? Eh bien, c'est d'enchaîner immédiatement sur votre demande de rendez-vous. Donc, il ne faut surtout pas s'arrêter là, si vous pouvez. Évidemment, si vous interrompt, eh bien, on fait autrement. Mais si vous le pouvez, vous enchaînez aussitôt sur votre demande de rendez-vous, parce que si vous vous arrêtez à ce moment-là, quel est le risque ? Eh bien, la personne va commencer à vous poser des questions. Ah, Sébastien Durand, écoutez, dites-moi, depuis combien de temps, et qu'est-ce qui devient ? Et puis alors, vous me dites que vous avez travaillé chez Coca-Cola, est-ce que vous y connaissez un tel ? Et puis, bref, voilà. Et donc, vous allez commencer à entrer dans un jeu de questions-réponses, et la probabilité qu'à la fin, que de petit à petit, vous passiez l'entretien réseau par téléphone devient de plus en plus grande, parce que, naturellement, la personne va plutôt avoir envie de vous répondre tout de suite pour, entre guillemets, se débarrasser de cet entretien, plutôt que de vous octroyer 1 heure de son temps dans quelques temps. Et elle, à ce moment-là, c'est le réflexe qu'à peu près beaucoup de gens auraient, elle est plutôt dans l'idée de faire vite et de s'épargner cet entretien qui vient s'ajouter à son planning. Elle ne sait pas encore que vraisemblablement, dans 3 semaines, quand elle vous aura rencontré, elle sera contente de vous avoir rencontré, d'avoir passé ce temps avec vous, parce que vous êtes une personne intéressante, qu'elle rendra peut-être service à quelqu'un de son réseau en vous adressant à lui, etc. Donc il faut éviter de tomber dans ce piège. Et vous voyez, à l'espace dirigeant, une fois que nos clients ont défini leur projet,
une des premières choses que nous, enfin la première chose que nous faisons avant de les inviter à se lancer dans la phase active, c'est de les inscrire dans une petite série d'ateliers qui vont les rassembler en petits groupes de 5 à 6 personnes qui sont tous dans cette même phase. Leur projet est prêt et ils vont bientôt se lancer dans la phase active. Et donc ces ateliers sont destinés à les aider à se préparer à une présentation, une communication non verbale, orale et écrite sur leur projet. Et finalement, on fait donc également un atelier sur la démarche réseau, un des exercices, alors que nous prenons toutes ces précautions pour leur expliquer que ce qui est important, c'est d'enchaîner immédiatement sur la demande de rendez-vous pour éviter de passer le rendez-vous au téléphone. Et c'est à peu près gagné d'avance. Quasiment tout le monde tombe dans ce piège de commencer à répondre à une première question, une deuxième, et finalement à la fin de ne pas obtenir le rendez-vous au réseau. Voilà. Donc c'est facile à comprendre comme ça, et vous verrez, pas si simple à obtenir et à réaliser quand on est en situation. Donc il faut vraiment être bien préparé à enchaîner. Si l'autre détourne ça en disant attendez, excusez-moi, j'aimerais mieux comprendre, etc., essayez d'être plutôt dans un mode répétitif, où vous reprenez quasiment les phrases que vous venez de dire, et donc préparez votre feuille d'objection. Si l'autre commence à me... Comment est-ce que je peux répéter sans être exactement... dire exactement les mêmes choses avec les mêmes mots pour ne pas être inélégant, mais essayez effectivement de repartir sur quelque chose qui n'ouvre pas à des questions et retomber aussitôt sur votre demande qui est quand est-ce que nous pourrions nous rencontrer. Et idéalement, visez d'obtenir un rendez-vous d'1 heure, mais un rendez-vous de 45 minutes, c'est un peu comme 9,99 €, ça fait un peu moins peur, donc pourquoi pas, si vous sentez que la personne est, ou vous savez que c'est quelqu'un de très occupé, eh bien demandez 45 minutes, ce sera de toute façon très bien, et la probabilité que les 45 minutes se transforment en 60 est assez importante, donc vous serez finalement content. Après, une fois que vous avez obtenu votre rendez-vous réseau, eh bien, qu'est-ce qui est essentiel? C'est bien sûr de le préparer. Car comme pour toute activité professionnelle, et on parle là d'une activité professionnelle, eh bien, la réussite, le secret, c'est bien entendu la préparation. Or, c'est souvent une étape. Là aussi, ça fait partie de ces choses qu'on se dit, oui, bon, c'est évident. Et finalement, le nombre de fois dans notre métier où on voit nos clients et on leur dit, alors, ça s'est bien passé ton rendez-vous réseau, et où ils nous disent, oui, mais pas de chance, je n'avais pas regardé son profil LinkedIn avant, et je ne me rappelais plus que ceci ou que cela, ou je me suis rendu compte que je n'avais pas assez d'éléments sur son entreprise. Finalement, ça arrive très souvent. Donc, avant vos rendez-vous, il est important de savoir le plus de choses possible sur l'entreprise dans laquelle la personne travaille, éventuellement ses concurrents, ses clients, ses fournisseurs, parce que ça vous donnera des idées de contacts et de questions à poser sur le parcours de la personne, parce que c'est toujours agréable quand vous acceptez de donner du temps à quelqu'un qu'il vous montre qu'il s'est un petit peu intéressé à vous et qu'il sait que vous venez de quitter telle entreprise ou qu'il a la même formation de vous, bien entendu. Voilà, donc non seulement préparez, mais en plus faites savoir que vous avez préparé. Parce que si vous avez passé plein de temps à préparer tout ça, mais qu'à aucun moment de l'entretien, vous ne trouvez une occasion de montrer que vous avez fait tout ce travail-là, bien entendu, c'est un petit peu dommage. Alors, tout ça, on vient de le voir. Donc, c'est les différentes étapes de la demande de rendez-vous. Et je vous enverrai, donc, pour ceux qui le souhaitent, mon PowerPoint, dont vous pourrez retrouver ces éléments-là. Alors, on ne voit pas le haut de ma slide, mais donc le paradoxe, c'est que plus vous savez, plus vous apprenez. C'est-à-dire que si vous arrivez à un entretien réseau en sachant déjà beaucoup de choses, eh bien, la probabilité que vous arriviez à poser des questions plus fines, à être plus directement pertinent, précis, est évidemment plus importante, et plus vous sortirez de cet entretien en ayant appris des choses. Donc, préparez, préparez et préparez. Ça y est, donc vous êtes content, vous avez obtenu votre rendez-vous réseau, vous l'avez préparé, et ça y est, vous allez maintenant rencontrer la personne que vous ne connaissez pas encore, et donc vous allez mener cet entretien. Comment ça va se passer? Vous arrivez, alors le premier élément important, de nouveau on va le retrouver, c'est qu'il faut absolument que vous donniez envie. Donc,
vous vous êtes préparé, comme on l'a dit tout à l'heure, quitte à vous forcer un petit peu si vous n'êtes pas en forme ce jour-là. Mais donc vous arrivez enthousiaste, confiant, heureux de rencontrer la personne qui vous donne ce temps et considérant que c'est un cadeau. Vous arrivez donc chaleureux et la première chose que vous faites, c'est de rappeler de la part de qui vous venez. Parce que si vous avez pris rendez-vous 3-4 semaines auparavant, la personne n'a pas nécessairement noté à côté de votre nom de la part de qui vous veniez, ou elle a oublié entre-temps. Et de toute façon, c'est ce qui va créer d'emblée une complicité, un contact entre vous et lui. Donc évidemment, il est essentiel de rappeler d'emblée cette recommandation et de remercier la personne de vous recevoir. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous validez le temps dont la personne dispose. Alors évidemment, on peut craindre en anticipant, en posant cette question, que l'autre en profite pour vous dire que finalement, le temps qu'il avait prévu de vous octroyer va être réduit parce qu'il a une réunion qui s'est ajoutée. Tant pis, il vaut mieux que vous preniez ce risque-là, mais que vous sachiez de quel volume de temps vous disposez, parce qu'au moins vous pourrez anticiper et ne pas rater la dernière étape qui consiste à demander des contacts. Il n'y a rien de pire que d'être parti sur un format « je dispose d'une heure » et que tout d'un coup, au bout de 40 minutes, votre interlocuteur vous dise « Ouh là là, il va falloir qu'on s'arrête parce que j'ai une réunion dans 5 minutes » et puis tout d'un coup, eh bien, c'est trop tard pour commencer toute cette phase-là qui est pourtant essentielle. On veut éviter le syndrome branche d'arbre mort, là. Donc, vous validez ce temps et vous faites un compte rapide pour vous dire, en gros, je laisse 25% du temps, ou on va dire 10-15 minutes, parfois c'est mieux de compter comme ça, pour cette dernière phase. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous lui proposez un ordre du jour. Donc, vous lui dites, voilà, si vous en êtes d'accord, ce que je vous propose, c'est que je vais me présenter rapidement, et puis ensuite, nous pourrons avoir un échange, je serai très heureux de pouvoir mieux connaître, etc. Donc, vous faites une petite phrase qui lui indique que vous êtes venu chez lui pour chercher des informations et des conseils, et donc, en quelque sorte, en disant cela, vous lui dites bien que vous n'êtes pas venu chercher un job. Puisque donc, dans la démarche réseau, on n'est pas dans une démarche où on est en train de demander du piston, ou est-ce que tu ne saurais pas si dans ton entreprise, il y aura un job pour moi, bien entendu. Mais ça va se faire de manière beaucoup plus subtile et en plusieurs étapes. Et donc, quand vous présentez cet ordre du jour en indiquant que vous cherchez des informations et des conseils, eh bien, vous indiquez que vous n'êtes pas venu chercher un job. Un des signaux qui indique ça, d'ailleurs, est d'arriver à votre entretien réseau sans avoir de CV sur vous. Et donc, c'est l'objet de la fiche réseau dont je vous parlerai tout à l'heure. Le fait simplement, justement, de ne pas avoir de CV vous permet deux choses. D'une part, de justement bien manifester que vous n'étiez pas venu lui chercher un job chez lui. Par ailleurs, d'éviter autre chose, un autre piège, qui serait la personne très bien intentionnée qui vous dit à la fin « Écoute, laisse-moi ton CV, laissez-moi votre CV, et puis je le passerai éventuellement à 2-3 personnes auxquelles je pense. » Si quelqu'un vous dit ça, il est idéalement, après il y a la vraie vie qui fait que parfois ce qui est prévu n'est pas possible et qu'il faut avoir la souplesse de s'adapter autrement, mais idéalement, vous le remerciez beaucoup d'avoir cette intention et vous lui dites, écoutez, c'est très gentil de proposer de parler de moi à votre interlocuteur. Comme vous l'avez compris, dans ma démarche, moi je suis dans une démarche active de rencontre de personnes. Je préférerais, si vous en êtes d'accord, que vous me permettiez de rencontrer ces gens-là et que j'ai un échange direct avec eux. C'est toujours beaucoup plus immédiat, convivial, etc. Donc, pas de CV. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, puisque vous avez annoncé que vous alliez vous présenter, vous faites votre pitch. On va voir juste après comment vous le faites. Et puis, une fois que vous avez fait votre pitch, eh bien, vous entrez dans la phase d'échange, d'information. Vous passez dans cette phase d'échange, vous êtes dans une attitude essentiellement d'écoute. En gros, c'est plus de la moitié du temps, 60% du temps, où vous êtes plutôt en écoute que c'est vous qui parlez. Et à la fin, donc, ça se termine par la demande de contact. Alors le petit pictogramme, là, c'est pour dire que
quand vous arrivez en entretien réseau, bien sûr, vous, en général, vous pouvez être un petit peu tendu, mais dites-vous que votre interlocuteur peut aussi lui être tendu parce que, justement, il peut avoir une certaine inquiétude sur qu'est-ce que vous êtes venu chercher et est-ce qu'il aura des solutions, des réponses, quelque chose à vous apporter. Notamment, s'il ne connaît pas lui-même la démarche réseau, parce que jusque-là, il a été épargné et qu'il n'a pas encore eu besoin de beaucoup mener de recherche d'emploi, ou qu'il n'a pas été déjà beaucoup sollicité, il peut avoir l'idée que vous êtes justement en train de venir explorer les possibilités en interne chez lui, et donc se trouver un petit peu mal à l'aise, parce qu'il sait qu'il va plutôt vous donner de mauvaises nouvelles que des bonnes. Donc l'idée avec ce canevas est justement de pouvoir faire tomber les tensions, et paradoxalement, c'est à vous de faire tomber les tensions. Donc justement, en étant, comme je disais, donner envie, etc., votre sérénité, votre optimisme, votre confiance, en validant le temps, parce que vous lui indiquez bien que vous n'allez pas rester là pendant 2 heures de vos temps, en indiquant cet ordre du jour qui lui explique ce que vous êtes venu chercher chez lui. Alors, le pitch. Le pitch réseau, c'est une petite présentation qui, je l'ai bien amplement dit tout à l'heure, doit indiquer qui vous êtes et donner un certain nombre d'éléments, mais de façon très ramassée, parce que, encore une fois, l'interlocuteur retiendra très peu d'informations vous concernant, et que le temps n'étant pas extensible, de toute façon, il vaut mieux que vous ayez du temps pour l'échange plutôt que pour déplier tout votre parcours. Si vous voulez ressortir de votre entretien avec peu d'informations et peu de contacts, parlez de vous pendant 1 heure et puis vous serez à peu près certain du résultat. Donc, un pitch, c'est un format très court. Donc là, j'ai mis 1 minute, ça peut être 2 minutes, mais en tout cas, nous, on parle même de 1 minute 10. Donc, vous voyez, on est vraiment... Voilà, donc ça représente 120 mots. Donc, c'est vraiment un format extrêmement court qui doit dire, donc, en 3 temps, qui je suis, ce que j'ai fait et mon projet. Alors là aussi, je vais vous donner un petit modèle. Donc, le qui je suis, ça peut être donc une phrase un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire, en fait, le pitch de tout à l'heure, ça correspond un peu au qui je suis du pitch réseau. C'est par exemple, je suis un homme de finance et au cours des 12 dernières années, j'ai occupé des postes de DAF dans 3 entreprises dans des environnements très complexes. Ou bien vous avez travaillé pour une marque forte, comme tout à l'heure. Donc par exemple, j'ai travaillé 10 ans chez Petroplus, ou chez Procter & Gamble, ou chez Thales. Voilà, donc vous avez une phrase qui indique quelques éléments de métier et de parcours. Une fois que vous avez dit ça, vous enchaînez sur quelque chose qui dit une réalisation, un succès, qui va être en quelque sorte un teaser pour susciter son intérêt et également donner une idée de l'envergure de ce que vous avez déjà pu mener comme type de chantier ou de projet. Donc par exemple, excusez-moi, j'ai que des exemples plutôt marketing et pas très ingénieurs ce soir. Donc notamment, j'ai construit la nouvelle stratégie de l'entreprise A avec le succès que vous savez. Ou j'ai participé à l'introduction en bourse de l'entreprise X. Ou j'ai conduit le projet de construction de plusieurs usines dans des pays émergents. Voilà. Donc une phrase qui dit en quelques mots un grand chantier, celui par exemple dont vous êtes le plus fier, et évidemment toujours en lien avec votre démonstration et votre projet. Une fois que vous avez dit le temps 2, eh bien, vous concluez par quel est votre projet. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça pourrait être introduit d'ailleurs par le tout naturellement aujourd'hui. Mon projet, c'est 2. Voilà. Ou plus simplement, aujourd'hui, je m'intéresse au secteur des vins et spiritueux. Et là, c'est là où vous faites un lien vers lui, pour lequel... Enfin non, pardon, c'est pas le lien vers lui, c'est pas maintenant. Donc... Je recommence. Aujourd'hui, je m'intéresse au secteur des vins et spiritueux, pour lequel je pense que mon expérience marketing dans l'agroalimentaire pourrait être un plus. Donc ça, c'est par exemple pour quelqu'un qui a une expérience dans un certain secteur d'activité et qui va voir quelqu'un qui est dans un autre secteur d'activité. Donc pour justifier qu'il y a une passerelle, qu'il y a une pertinence entre le métier duquel il est issu et celui de la personne auquel il est en train de parler. On peut aussi avoir des formulations du type « Je cherche aujourd'hui une expérience à laquelle je pourrais apporter mes compétences de DAF en environnement difficile ». Voilà, donc quelque chose de plus général.
Une fois que donc, vous avez fait votre pitch, donc j'ai dit tout à l'heure la suite de l'entretien, donc phase d'échange, information, parfois des conseils. Donc je vous disais en introduction que l'interlocuteur n'est pas là pour vous aider à réfléchir à votre projet. Par contre, évidemment, rien n'exclut qu'il vous donne de nouvelles idées et qu'il vous aide soit à réorienter le tir par rapport à votre projet, ou vous apporter carrément une idée nouvelle, ou vous donner un conseil. Par exemple, j'ai accompagné quelqu'un récemment qui, justement, était directeur financier dans une grande entreprise. Il souhaitait s'orienter vers un univers relativement différent qui est la banque privée, conseil en gestion de patrimoine. Et un de ses interlocuteurs lui a préconisé de se faire une formation, un master en gestion de patrimoine. Et il s'est instantanément inscrit dans ce master. Et le simple fait, dès le lendemain quasiment, qu'il aille voir ses nouveaux interlocuteurs dans l'univers banque en leur disant « Et d'ailleurs, je suis tellement motivé que ça y est, je suis en train de suivre ce master », et il avait suivi un cours, a suffi pour que ces interlocuteurs comprennent à quel point il était motivé, que finalement, en quelques mois, il serait déjà très formé et pertinent, et lui ouvrir donc la porte d'un recrutement. En 2 mois de temps, il avait même 2 offres. Voilà, donc soit vous obtenez des conseils, ou aussi des conseils qui vont vous ouvrir vers un nouveau métier. Voilà, bah écoutez, votre parcours est très intéressant, mais est-ce que ça serait aussi, voilà, pourquoi est-ce que vous n'avez pas pensé à telle évolution ou tel secteur, voilà, et donc ça peut être aussi, bien entendu, quelque chose que vous pouvez aller obtenir d'un entretien réseau. Ça y est, vous avez réussi les 2 objectifs de votre entretien, vous avez des informations sur son secteur d'activité, puisque dans cette phase d'échange, c'est de ça qu'il s'agit. Vous aurez réussi à discuter avec lui sur les acteurs, les nouveaux projets, les nouvelles perspectives, les nouvelles évolutions dans le secteur d'activité qu'il concerne. Vous avez éventuellement eu quelques conseils intéressants pour votre propre projet. Et donc maintenant, il ne vous manque plus qu'à obtenir des contacts. Et cette demande de contact, vous allez la gérer un petit peu comme tout à l'heure la demande de rendez-vous, c'est-à-dire que vous posez votre question de manière assez précise, donc sans vous emberlificoter dans des reformulations, parce qu'en général, quand on est gêné de poser une question, on la reformule sous différentes versions. Et donc, vous demandez qui me conseillez-vous de rencontrer, et vous restez silencieux une fois que vous avez posé votre question. C'est le fait de rester silencieux qui, bien sûr, pour vous, va être un petit peu désagréable au début, mais qui va faire que l'autre va effectivement entrer dans le processus de vous donner des noms et d'accéder à votre souhait. Donc, évitez tout ce que vous allez parfois être tenté de faire, c'est-à-dire de venir à son secours en quelque sorte et de dire mais écoutez, c'est pas grave, si vous n'avez pas d'idée maintenant, prenez le temps et puis je vous rappellerai, etc. Enfin, tout ce qui va différer ou lui permettre de ne pas chercher, la probabilité que finalement, même s'il vous dit je vous rappellerai, je vous réfléchirai, j'ouvrirai le manuel, l'annuaire des Gazards, je pense à quelqu'un, mais je ne sais plus où il est aujourd'hui, etc. Ce sera beaucoup plus compliqué d'obtenir le nom une fois que vous ne serez plus en face de lui. Donc essayez le plus possible de faire les choses sur le moment, quand c'est possible, et tant pis. C'est pour ça qu'il est important de garder du temps, donc de garder au moins 10-15 minutes pour pouvoir effectivement réussir cette phase-là qui est essentielle pour poursuivre dans la démarche. Alors, je vais vous parler de 2 petits outils qui sont très utiles dans cette phase-là, justement, dans toute la démarche réseau, qui sont la fiche réseau et la bio. La fiche réseau, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui va remplacer votre CV. Elle sera finalement, on va dire, à 80% comme le CV, et puis il y a 20% qui sont un petit peu différents. Les 80%, c'est que, évidemment, c'est là où on va retrouver vos coordonnées, des éléments de votre parcours, vos diplômes, vos compétences. Mais ce qu'il y a de nouveau
par rapport au CV, c'est d'une part son format qui est plus court, voilà, il fait une page, en général très souvent le CV en fait deux, encore que la version une page est très à recommander, et puis surtout que vous y indiquez, après avoir indiqué votre projet, vous y indiquez vos cibles. Et c'est ce qui va permettre à votre interlocuteur de comprendre, de bien comprendre ce que vous cherchez et de mieux vous aider dans la phase de recueil de contact. Donc, la fiche réseau, vous la voyez, elle se présente, donc évidemment, il n'y a pas un format unique, hein, à chacun de la marketer, la mettre en valeur comme il le souhaite. Mais en gros, on doit à peu près y trouver ces éléments, c'est-à-dire donc des éléments de coordonnées, tout en haut à gauche, votre diplôme et éventuellement, si vous parlez des langues étrangères, votre parcours extrêmement résumé, idéalement un employeur, des dates et un titre de poste. Donc vraiment, on a voilà, la biographie, la chronologie de votre parcours de manière extrêmement succincte. Rappelez-vous toujours que dans tous ces supports, CV, profil LinkedIn, bio, on n'est pas dans des documents administratifs. Donc vous ne remettez pas un titre de poste qui correspondrait à celui de votre feuille de paie. Vous extrapolez en vous disant qu'est-ce qui est compréhensible, non pas dans le langage de mon entreprise, mais dans celui qui est commun à tout le monde, dans le monde de l'entreprise. Ensuite, vous pouvez indiquer quelques exemples de réussite, de réalisation. Alors toujours la même idée, hein, qui vont venir plutôt servir votre projet et argumenter par rapport à celui-ci. Vos compétences, même idée, en fonction de votre projet. Et enfin, donc, votre projet professionnel. Donc, toujours en registre commercial ou marketing. Hein, donc, pour cette personne, c'était directeur commercial marketing, business unit manager. Elle reprend les 2-3 éléments qui pourraient être ce qu'elle aimerait faire, enfin, les fonctions qu'elle pourrait assumer. Ça, c'est son projet. Et puis, donc, en dessous, on trouve ses cibles. Et donc, pour cette personne, il y a plein de présentations possibles, mais elle a eu une réflexion qui était, voilà, moi, j'ai travaillé dans l'industrie agroalimentaire. Dans cette industrie, je ne suis pas sûre de retrouver pour telle et telle raison. Donc, bien entendu, ça va être mon cœur de cible, parce que j'ai toujours bien aimé travailler dans cet univers-là, mais je vais chercher les autres secteurs d'activité qui ont des connexions, des intersections avec ce métier-là. Et je vais le chercher avec des intersections toujours plus faibles. Et donc, pour elle, par exemple, eh bien, elle avait indiqué que le secteur des spiritueux champagne ou le secteur de la restauration avait des connexions assez fortes en termes de marketing, hein, bien sûr, avec son univers d'origine. L'agroalimentaire, haut de gamme, restauration traiteur également. Et puis, plus distant, eh bien, on y trouvait le bricolage jardinage, ou la parapharmacie cosmétique. Voilà. Donc ça, c'est une forme de présentation. Et en dessous de chacun de ces secteurs, eh bien, vous indiquez quelques-unes des entreprises que vous avez identifiées comme étant votre cible potentielle. Cette liste ne doit pas nécessairement être exhaustive. L'intérêt, c'est qu'elle aide votre interlocuteur à bien comprendre. Quand il voit 2-3 noms d'entreprises, il comprend mieux de quoi vous lui parlez. Et en plus, ça peut générer chez lui de nouvelles idées d'autres entreprises, parce que ben voilà, si lui connaît ce secteur d'activité, évidemment, il pensera peut-être à des entreprises qui peuvent être des clients, des fournisseurs ou d'autres acteurs de ce même univers. Une autre présentation, donc ça c'est une forme de présentation, qui fait effectivement un travail à partir des connexions entre un secteur d'activité et d'autres. Mais vous pouvez aussi avoir une présentation beaucoup plus simple qui est en colonne, hein, donc un tableau croisé, avec des secteurs d'activité, voilà, l'aéronautique, l'industrie X, Y, Z, les transports, etc. Et en dessous de dans chacune de ces colonnes, eh bien, vous indiquez 3, 4, 5 noms d'entreprises. Voilà. Donc on est
Ça, c'est une logique, je vous ai choisi le plus compliqué, mais donc une logique beaucoup plus simple est également tout à fait intéressante. Et elle peut vous aider, d'une part, pour vous, évidemment, à construire vos cibles, mais dans l'entretien, c'est une fiche que vous pouvez sortir à un moment de l'entretien, pas toujours, pas systématiquement, mais si vous pensez, dans certaines circonstances, que ça peut aider l'autre à bien comprendre, à vous donner de nouvelles idées, eh bien, n'hésitez pas, servez-vous de cette fiche. Et vous pouvez même faire un extrait de la partie cible pour l'avoir sur un format plus grand, sur une page, et permettre d'écrire des choses et que surtout les choses soient un peu plus lisibles que dans un format plus ramassé. Cette fiche, vous pouvez, alors là tout est ouvert, vous pouvez ou la laisser à votre interlocuteur, ou la lui envoyer ensuite par mail quand vous le remercierez, ou aussi la garder pour vous et elle leur a juste servi le temps de l'entretien. Il n'y a pas de règle, à vous de savoir ce qui vous semble intéressant. En tout cas, évidemment, si l'idée c'est que Claude vous dise « laissez-la moi et puis je pense à quelqu'un qui pourrait être intéressé par vous », même logique avec le CV. Dans ce cas-là, vous le remerciez et vous lui proposez de plutôt lui vous donner la possibilité de le rencontrer en entretien réseau. Alors, l'autre outil, c'est la bio. La bio, c'est un petit texte qui parle de vous en quelques lignes, donc 6, 7, 8, 9 lignes, qui est écrit à la troisième personne et qui va être un support qui va faciliter le travail à vos interlocuteurs. Il faut imaginer la situation, vous venez de passer 1 heure avec monsieur Durand, qui a eu la gentillesse de vous recevoir, qui vous dit écoutez, voilà, je vous donne le nom de monsieur Untel. À ce moment-là, c'est le moment de valider la prise de contact avec cette personne. Donc vous lui demandez, par exemple, vous pouvez lui dire est-ce que je peux faire référence à notre entretien ? Ayez plutôt des formulations assez neutres comme ça, plutôt qu'une formulation qui dirait « est-ce que je peux me recommander de vous ?» Se recommander de vous, c'est lui demander beaucoup trop, c'est en quelque sorte être le garant que vous êtes quelqu'un de bien, il ne peut pas, au bout d'1 heure, s'engager comme ça. Donc, ayez une formulation plus neutre qui est « est-ce que je peux faire référence à notre entretien ?» qui aura finalement le même effet, bien entendu. Par ailleurs, valider, c'est le moment, à la fin de l'entretien, d'obtenir le plus d'informations, notamment des coordonnées. Bien souvent, la personne ne va vous donner que ou le téléphone, mais plus souvent que le mail. Or, ce que vous allez faire dans la plupart des cas, c'est prendre un premier contact par mail, encore que on préconise aussi de pouvoir appeler directement, qui est plus rapide et plus efficace, mais dans la plupart des cas, vous serez plus à l'aise à d'abord annoncer votre appel par un mail. C'est bien gentil d'avoir annoncé votre appel par un mail, mais si vous n'avez pas un numéro de téléphone, eh bien vous serez assez gêné. Donc, idéalement, essayez d'obtenir les 2 informations au moment de la conclusion de l'entretien, au moment où la personne vous donne les contacts. Également, ça va être le moment, cette conclusion, où vous pouvez essayer de glaner quelques éléments d'information qui vont vous aider à préparer votre entretien. Vous pouvez lui dire, c'est très gentil, merci de me donner le nom de monsieur Untel, vous pensez à lui pour quelle raison ? Et là, c'est là que l'autre va vous dire, écoutez, c'est un gars de Zar comme vous, ou il a travaillé chez Usinor comme vous, ou lui aussi, à un moment de son parcours, s'est orienté, il venait du même métier que vous, et c'est intéressant de parler avec lui comment il a mené les choses. Bref, voilà. Donc, essayez de glaner là des éléments qui vont vous donner, vous, une entrée en matière à un certain moment, ou une façon de prolonger l'entretien. Et donc, la fiche réseau, c'est qu'une fois qu'il vous a donné ce contact, eh bien, vous pouvez, alors soit il en a l'idée seul, soit vous la lui suggérez, vous pouvez lui dire, est-ce que vous préférez peut-être lui annoncer mon appel ? Donc, soit il vous dit, non, appelez-le directement, très bien. S'il vous dit que oui, ça peut être agréable pour lui de ne pas avoir à écrire un mail complètement, où il doit se remémorer ce que vous lui avez dit, d'où vous venez, etc. Et donc, vous quittez l'entretien. Très rapidement après, vous lui faites un petit mail de remerciement et vous lui dites, voilà, je vous ai eu la gentillesse de me proposer de me mettre en contact avec monsieur Untel. Vous voudrez peut-être lui dire quelques mots sur mon parcours pour lui annoncer ma prise de contact. Voici en bas de ce mail
quelques éléments qui rappellent mon parcours. Voilà. Et donc l'autre, comme ça, c'est beaucoup plus rapide pour lui. Il dit « Cher Jean-Pierre, je me suis permis de donner tes coordonnées à un tel. Tu trouveras trois mots sur lui ci-dessous. Ce serait gentil de le recevoir. C'est un gazard comme nous. » Voilà, donc quelques phrases, toujours dans la même idée, qui vous êtes, une réalisation et votre projet. Le paradoxe à cette étape-là, donc vous êtes en train de mener tous vos entretiens réseau, c'est que vous êtes arrivé à vos entretiens dans cette démarche en général, comme je disais tout à l'heure, avec un peu de réticence, en vous disant que vous demandez un grand service aux gens, que vous n'avez pas l'habitude de demander, que c'est compliqué de demander quelque chose à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et puis vous vous apercevrez assez rapidement qu'à force de rencontrer des gens dans un certain secteur d'activité, alors évidemment si vous avez une approche sectorielle c'est encore plus vrai, mais c'est aussi vrai en général, et bien à la fin vous allez glaner plein d'informations. Vous allez glaner des informations d'abord parce que vous allez très bien préparer vos entretiens, et donc toute cette veille que vous allez réaliser, eh bien que en général on ne fait jamais, ça fait partie de toutes ces choses qu'on se dit qu'on devrait faire et qu'on ne trouve pas le temps de faire, donc là vous êtes beaucoup plus contraint par l'exercice lui-même, et donc ça va effectivement vous amener à collecter beaucoup d'informations, les mémoriser, parce que vous allez les rédiger, les faire des dossiers éventuellement, etc. Et puis échanger avec des personnes qui vont vous apporter des informations sur un secteur, ses évolutions, ses enjeux, ses différents acteurs, les projets, etc. Et donc toutes ces informations que vous allez collecter vont faire de vous rapidement également un interlocuteur qui sera intéressant pour les gens que vous rencontrez, parce que à votre tour, vous pourrez aussi avoir un échange riche en lui disant, en ayant de la répartie, etc. Par ailleurs, l'autre paradoxe intéressant, c'est que eh bien, vous n'avez pas encore de job, mais vous êtes en train de préparer votre prise de poste de demain. C'est-à-dire que toutes ces informations que vous glanez seront extrêmement précieuses quand, ça y est, vous aurez déniché la fameuse opportunité cachée, parce que vous aurez collecté, effectivement, amassé plein d'informations qui vous seront très utiles. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous, je parle pour ceux qui seraient en recherche d'emploi, le fait d'être hors poste vous rend aussi beaucoup plus neutre, on va dire, par rapport à ça. C'est-à-dire que vos interlocuteurs vont beaucoup plus facilement vous donner des informations, alors évidemment pas les grands secrets confidentiels, mais vont beaucoup plus facilement répondre à des questions qui peuvent être, je sais pas, notamment par exemple sur les salaires ou des choses comme ça, que si vous étiez déjà ou encore en activité. Donc c'est le moment de poser des questions que demain vous ne pourrez plus poser. Et donc vous allez très rapidement, vous verrez, eh bien, vous enrichir de beaucoup de choses. Et du coup, ça fait boule de neige, parce que plus vous êtes riche de toutes ces informations, si on se réfère à mon premier paradoxe, ou je ne sais plus lequel, eh bien, plus vous apprenez, et puis en même temps, plus vous êtes un interlocuteur qu'on est content de rencontrer. Alors, on ne voit pas le titre, mais donc l'idée c'est de développer et entretenir le réseau. Donc ça y est, vous commencez à rencontrer des gens. Sortez de vos rendez-vous réseau avec des contacts, ça marche bien. Et évidemment, l'idée, ce n'est pas que la démarche réseau, c'est pas un one-shot, je cueille toutes les fleurs du jardin, puis c'est terminé. Parce que sinon, on se retrouve dans toujours l'arbre aux branches mortes. Très rapidement, ça y est, vous aurez vu tout le monde. Et puis, en quelque sorte, vous vous dites maintenant, j'attends que ça pousse. Ça ne va pas toujours pousser tout seul. Donc, il faut non seulement défricher le terrain, labourer, aller rencontrer plein de gens, mais aussi l'arroser régulièrement, l'entretenir, vous rappeler à leurs bons souvenirs. Alors, la première façon, évidemment, de créer un premier contact, ça va être au moment où vous remerciez votre interlocuteur de vous avoir reçu et de vous avoir donné des idées, des informations et des contacts. Donc c'est une première façon, déjà par exemple de lui donner, qu'il ait quelque part dans ses mails des coordonnées vous concernant, mais aussi, eh bien, vous allez lui donner des nouvelles, des liens, des contacts que vous aurez réussi à nouer grâce à lui. Donc vous allez par exemple soit le remercier très rapidement après votre rendez-vous commun, soit vous pouvez aussi attendre par exemple 5-6 jours d'avoir pris les rendez-vous avec les personnes vers lesquelles il vous a orienté, et à ce moment-là lui envoyer un mail en lui disant, donc au bout de 5-6 jours, eh bien voilà, je suis très content, j'ai déjà monsieur un tel et monsieur truc ont déjà accepté de me recevoir, je les verrai tel jour.
Quant à Monsieur Z, pour le moment, je n'ai pas encore réussi à le joindre, par exemple. Alors, d'une part, vous indiquez que vous êtes actif, dynamique, quand vous tenez vos engagements, entre guillemets. Vous lui donnez aussi une information qui est agréable pour lui, parce que c'est important pour quelqu'un qui donne un nom de savoir que l'interlocuteur en question accepte de recevoir le contact. C'est assez déplaisant, quand vous avez donné un nom, de savoir quelque temps après que finalement, la personne, votre ami, enfin votre contact, là, n'a jamais donné suite. Ça, c'est un relatif indicateur, pas certain, mais en tout cas, ça peut être un indicateur de l'estime ou de la qualité du lien que vous avez avec lui. Voilà. Donc, et puis, n'oubliez pas aussi que le fait que cette personne ait donné le nom d'une autre est aussi parfois pour lui précieux, au sens où ça lui donne l'occasion de renouer un lien ou d'enrichir un lien avec quelqu'un de son réseau avec lequel il avait perdu contact ou dont il sera content avec lequel il sera content de pouvoir avoir un échange. Et notamment dans la phase cher Jean-Pierre, je me suis permis de donner ton nom à monsieur Untel, c'est aussi l'occasion de ah bah tiens, très bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, déjeunons ensemble. Donc lui dire que les choses se font, etc., sont autant d'occasions, lui donner à lui aussi l'occasion d'avoir un retour sur la qualité du contact, d'avoir évidemment une idée sur votre professionnalisme, et puis pourquoi pas pour lui de renouer un lien qui peut-être est moins actif qu'avant. Donc, non seulement, évidemment, vous remercier au moment de cet entretien, mais également, vous allez essayer de chercher des occasions de maintenir ce contact. Et donc, les occasions, évidemment, il ne s'agit pas d'inonder votre interlocuteur de mail, mais à échelle, alors c'est toujours difficile de donner des échelles, ça va dépendre de plein de facteurs, mais ça peut être une fois tous les 2-3 mois, lui envoyer un petit mail parce que vous avez trouvé un article sur LinkedIn ou que sais-je, sur un sujet dont vous avez discuté ensemble. Ça peut être lui donner des nouvelles, des entretiens que cette fois-ci, ça y est, vous avez pu mener grâce à lui. Donc, et ça peut être bien sûr des occasions formelles du type les vœux, qui sont une occasion rêvée pour reprendre contact avec l'ensemble de son réseau. Voilà, donc cherchez des occasions de cultiver, d'enrichir, de vous rappeler au souvenir de ces personnes. Là, bien entendu, je parle surtout pour ceux qui sont en recherche active. Deuxième point, c'est que vous verrez, la démarche réseau, ça marche bien. Que même si on s'y engage en ayant peur d'importuner et de penser que finalement ce sera compliqué et que les gens n'auront pas beaucoup de temps, certainement vous aurez l'heureuse surprise de vous apercevoir que les gens vous reçoivent volontiers et que vous pouvez facilement multiplier les contacts. Et donc il est extrêmement important de bien vous organiser pour justement ne rater aucune de toutes ces étapes importantes pour avoir un réseau qui n'est pas juste une rencontre unique et puis après on vous oublie, mais quelque chose qui va s'entretenir. Donc ça veut dire avoir un fichier dans lequel vous notez, vous avez rencontré la personne tel jour, qui vous allez donner le nom de monsieur A, B et C, vous mettre un rappel en disant, il faut absolument que, par exemple, vous faites un rappel systématique en vous disant, dans 2 mois, je l'ai vu le 4 avril, le 4 juin, de toute façon, je me mets un rappel dans mon agenda, lui donner des nouvelles de monsieur ABC. Et peut-être que le 4 juin, vous n'aurez rencontré que monsieur A et monsieur B, mais au moins déjà, vous aurez en tête de lui dire, écoutez, grâce à vous, sachez qu'il y a 3 semaines, j'ai rencontré monsieur B, et ça a été très riche pour moi, parce qu'il m'a orienté et il m'a donné telle information. Donc, ayez un support, Excel, ce que vous voulez. Il y a aussi des petits logiciels très intéressants qui peuvent vous permettre de bien suivre cette grande ramification qui peut vite devenir exponentielle. Effectivement, la démarche réseau vraiment demande un effort au départ. Rares sont les personnes qui se lancent dans cette démarche avec un enthousiasme démesuré. Il y a quelques artistes du réseau qui font ça naturellement, mais enfin, en général, personne n'est très doué naturellement pour aller demander des choses pour soi. Autant on peut être très compétent et très doué pour parler de son entreprise, défendre son projet, etc. Et savoir demander des choses pour d'autres, d'une certaine manière. Autant demander pour soi, pour beaucoup de personnes, c'est un exercice qui n'est pas naturel et qui est compliqué.
Et vous aurez donc à sortir de votre zone de confort pour vous lancer dans cette démarche. Et vous verrez que vous serez certainement très agréablement surpris par les retours que vous aurez, la facilité avec laquelle les gens vous octroieront du temps, et finalement vous apercevrez que cette démarche, elle est effectivement un plaisir, et que vous allez rencontrer des gens, que ça se passera bien, que vous sortirez heureux de ces rendez-vous. Vous voyez, moi j'accompagne des gens qui me disent, bah voilà, aujourd'hui j'ai toujours pas trouvé, ça fait 4 mois, 5 mois que je cherche, mais en même temps, bah, tout va bien parce que je n'arrête pas de rencontrer des gens, ça structure ma semaine. Je n'aurais jamais pu accéder à telle ou telle personne si je ne m'étais pas lancée dans cette démarche. J'apprends des tas de choses et je fais des rencontres formidables. Voilà. Donc, très rapidement, ça se transforme en quelque chose qui est tout à fait constructif et qui vous ouvre des horizons que peut-être vous n'avez pas soupçonnés. Voilà, donc en bref, pour retrouver un emploi, trouver une nouvelle évolution professionnelle si vous êtes encore en poste, eh bien, être compétent bien sûr est nécessaire, mais en tout cas certainement pas suffisant. Et donc, première chose, eh bien, il est important de vous rendre lisible par la cohérence de votre projet par rapport à votre parcours, de vous rendre visible notamment sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, bien entendu. Il est important de rester très ouvert et de vous informer beaucoup et donc d'accepter les idées qui pourraient venir de l'extérieur. Et toute cette démarche va vous permettre justement d'être complètement en éveil et ouvert à toutes ces idées qui pourraient venir d'autres. Multiplier les opportunités en multipliant les rencontres. Et enfin, donc, oser demander. Et ça, c'est vraiment au départ un exercice qui est compliqué et puis dont vous mesurerez rapidement, vous apercevrez rapidement que c'est comme tout, plus on le pratique, plus au début ce qui semblait compliqué devient, on se dit, bah, tiens finalement, pourquoi je mettais tant d'obstacles, c'est pas si difficile que ça. Voilà, et donc le fait d'entretenir et de développer, bien, ça vous permettra effectivement d'arriver à une démarche qui est vivante et riche. Et nous, ce qu'on observe dans les personnes que nous accompagnons à l'espace dirigeant, c'est qu'en moyenne, alors évidemment je parle pour des personnes qui sont en recherche d'emploi, hein, donc qui ont du temps à dédier à leur démarche, et en plus qui ont vraiment cet objectif qui les presse. Mais donc en moyenne, ce qu'on observe pour eux, c'est qu'il faut à peu près une centaine de rendez-vous réseau pour aboutir à une dizaine de pistes. Donc une piste, c'est un job identifié sur lequel on commence à avoir des entretiens de recrutement. Donc au moment où l'entretien réseau peut se transformer en entretien de recrutement, pour à la fin décrocher donc la fameuse opportunité, le job. On a aussi certains de nos clients qui rencontrent 150 personnes, 200 personnes. Voilà. Donc là, évidemment, je vous parle des personnes qui ne font rien d'autre et puis qui ont des facteurs d'exigence, d'âge, etc., qui vont faire aussi que leur recherche d'emploi va prendre du temps ou va être dans un secteur aussi. Après, il y a aussi des secteurs. Vous voyez, je connais une autre personne qui travaille dans un tout petit univers et ne veut pas en sortir. Il a identifié 5 pistes possibles, 5 cibles possibles. Et en plus, il accède directement d'emblée au niveau de la direction générale. Donc pour lui, la démarche réseau va être un circuit extrêmement court. D'une certaine manière, il n'a quasiment pas de démarche réseau à faire. Donc peut-être qu'à la fin de son parcours, quand il aura abouti lui à une de ces 5 opportunités, il aura peut-être rencontré 10 ou 15 personnes. Donc pour arriver à 100, il y a des gens qui en font 15. J'ai accompagné quelqu'un récemment qui est directrice de l'audit interne aujourd'hui. Elle a dû faire une quinzaine de rendez-vous réseau. Voilà, donc maintenant, on va passer à la phase des questions, mais donc il n'y a plus qu'à vous lancer dans la démarche, et puis notamment, on verra à l'occasion du cocktail, mais vous verrez que les choses, certainement, sont plus simples que vous le pensez, et également, j'ai peu parlé des personnes qui voudraient évoluer en interne, mais c'est la même chose pour le réseau en interne, donc à décliner, bien sûr, avec quelques adaptations, mais là aussi, c'est la même idée, j'essaye de définir au début ce que je souhaite, je cartographie mon réseau interne,
J'essaie de rencontrer des gens, de multiplier les échanges. Ces personnes, surtout si on est dans un grand groupe, me donneront peut-être de nouvelles idées, d'entités que je ne connais pas et me permettront d'accéder à d'autres interlocuteurs. Et à force, je me rendrai visible dans l'entreprise. Et c'est pas parce que je suis compétent. Si je suis compétent tout seul dans mon coin, porte fermée, eh bien, on proposera peut-être le job qui me correspond à un autre de mes collègues qui, lui, aura su se rendre visible. Donc il faut vraiment penser à votre marketing de vous-même, à votre communication et à cette façon de vous rendre visible par les contacts réseau.